Pour cette série d'épisodes dédiés à l'histoire de la guerre de la conquête en Amérique, la chaîne YouTube Le Prof d'Histoire vous présente les événements et les batailles qui seront déterminants pour l'avenir de la Nouvelle-France et la présence française en Amérique du Nord. Cette guerre entre les 13 colonies britanniques et la Nouvelle-France se déroule entre 1754 et 1760, devenant une amorce à la guerre de 7 ans, considérée par plusieurs historiens comme la véritable première guerre à l'échelle mondiale. Nous sommes en 1754. Les premiers coups de feu d'une longue guerre ont déjà été tirés dans la vallée de l'Ohio. Censé éviter un conflit armé, Joseph Coulon de Jumonville devait négocier avec les troupes anglaises commandées par George Washington. Lors de cette mission diplomatique, une petite troupe de 40 hommes armés commandés par Washington attaque Jumonville et ses hommes. Cette affaire est publiée dans les journaux et choque l'opinion publique. Le frère de Joseph Coulon de Jumonville, Louis, rattrape les assassins de son frère au fort Necessity. Les Français vont gagner cette bataille et brûlent le fort après avoir libéré Washington et les survivants anglais. Les forces canadiennes et françaises sont encore maîtres de la vallée de l'Ohio. Cette situation précipite l'organisation militaire des Britanniques en Amérique. En 1754, les 13 colonies sont beaucoup plus populeuses que la colonie de la Nouvelle-France. Elles comprennent une population environnant 1 500 000 habitants alors que la Nouvelle-France ne compte que 60 à 75 000 habitants. Malgré ce rapport de force de 20 contre 1, l'organisation militaire des 13 colonies est défaillante. Un seul régiment des troupes régulières britanniques, composé de 3 bataillons, est posté près des 13 colonies. Venu d'Écosse, c'est le 47e régiment d'infanterie qui est stationné en Nouvelle-Écosse, une région particulièrement instable. Depuis 1714, le territoire français de l'Acadie appartient aux Anglais, même si les limites demeurent floues. Malgré tout, les Acadiens sont demeurés dans leur village toujours francophone. Suspecté d'être encore attaché à la France, un régiment de soldats britanniques demeure sur place pour éviter une éventuelle rébellion acadienne. De plus, l'importante forteresse de Louisbourg, à proximité de la frontière de la Nouvelle-Écosse, abrite en permanence une imposante force militaire française. Déjà conquise en 1745 par les forces britanniques, Louisbourg fut redonné en 1748 à la France par le traité d'Aix-la-Chapelle. Halifax fut construite en juillet 1749 pour renforcer la présence anglaise dans la région. En réaction, les forces françaises vont construire le fort Beauséjour en 1751, censé limiter l'expansion du territoire britannique. Ainsi, la présence de régiments de soldats britanniques de troupes dites régulières est essentielle dans la région. Les troupes régulières sont composées de soldats de métier. Ces soldats ont suivi une formation intense et complexe, durant près de 18 mois. Cette formation permet de développer un esprit de corps et une discipline de fer chez les soldats réguliers. Ces soldats ont appris à tirer efficacement. Le fusil à silex avec lequel ils se battent est efficace à 50 yards, ou 45 mètres, peu précis à 100 yards, ou 91 mètres, et inoffensif à plus de 200 yards, ou 183 mètres. En effet, les soldats réguliers de cette période se battent avec des fusils à silex peu précis, qui ne tirent qu'une seule balle ronde faite de plomb. Cette balle est propulsée par une explosion dans le canon du fusil qui ne contient aucune rayure de gravé. Cette explosion est causée par la poudre noire allumée grâce aux étincelles d'une pierre de silex qui frotte contre la batterie rugueuse de l'arme lorsque la gâchette est pressée par le tireur. De plus, le fusil doit être rechargé à chaque tir, ce qui prend un certain temps d'exécution. Les soldats britanniques utilisent des fusils de la célèbre série Brown Bess, de qualité supérieure, modèle Len Pattern de calibre .075, avec un canon long de 46 pouces ou un canon court de 42 pouces. Pour ses troupes régulières, l'armée française, quant à elle, utilise les fusils modèles 1728, 1746 et 1754 avec leur canon de 44 pouces, de calibre .69. Les soldats réguliers s'entraînent donc pour recharger rapidement. Un soldat bien formé peut tirer 3 coups par minute, donc 20 secondes par tir. Il est possible, bien que dangereux pour l'arme et son tireur, de charger les fusils de plusieurs balles pour être encore plus dévastateurs à courte portée. Toutefois, les munitions que les soldats possèdent sont limitées. Les balles de plomb rondes sont assemblées dans une cartouche de papier qui contient une quantité de poudre déjà calculée pour sauver du temps. Pour recharger, les soldats doivent prendre une nouvelle cartouche de papier, déchirer celle-ci avec les dents, puis verser son contenu dans le canon du fusil. Par la suite, il faut utiliser la baguette glissée sous l'arme pour pousser la charge au fond du canon avant de pouvoir tirer de nouveau. Les soldats britanniques transportent 24 cartouches dans un sac de cuir en bandoulière, appelé une giberne
alors que les soldats français n'y transportent que 20 cartouches. Durant leur formation, les soldats ont aussi appris à se déplacer en colonne sur de longues distances. Ils sont chaussés de souliers de cuir noir aux semelles cloutées pour ne pas glisser sur les terrains accidentés ou boueux. Ils sont recouverts de guêtres à boutons pour protéger les jambes jusqu'aux genoux. Les soldats peuvent marcher une distance approximative de 30 à 40 km par jour sur des chemins ou des sentiers et parcourir des milliers de kilomètres par année. Les soldats apprennent donc à prendre soin de leurs pieds pour éviter de souffrir et rester mobiles. Ils se coupent régulièrement les ongles, entretiennent et changent régulièrement de souliers et recouvrent leurs pieds de saindoux, faits de graisse de porc. Selon la largeur des chemins empruntés, ils peuvent marcher en rang de soldats qui se suivent sur plusieurs lignes, appelées des colonnes. Pour des marches plus rapides, les joueurs de musique peuvent déterminer le rythme des pas cadencés par les tambours du régiment. Malgré tout, les routes sont très rares en Nouvelle-France et le territoire à parcourir est titanesque. Depuis 1737, après 6 ans de construction par les colons, le chemin du roi permet de voyager entre Québec et Montréal en cheval et en charrette pour un trajet de 2 jours et demi. Cependant, durant la guerre de la Conquête, les longues distances sont essentiellement parcourues par canot ou canoë autochtone, par la barque, le bateau à fond plat et le navire. Le canoë est le plus léger et le plus rapide. À titre d'exemple, il est possible de voyager de Québec à Montréal en 4 jours. Il n'existe aucune route terrestre qui permet de voyager à l'intérieur du territoire. La majorité devront être construites par les soldats. Les forêts sont très denses et recouvrent le territoire à perte de vue. Le réseau hydrographique des nombreux lacs et rivières devient essentiel pour parcourir de longues distances. Ainsi, l'utilisation d'une cavalerie y est impossible, et aucun cheval ne sera utilisé pour la guerre à l'extérieur de la vallée du Saint-Laurent, aussi bien pour l'armée française que pour l'armée britannique. Durant ces longs voyages physiquement exigeants et éprouvants, les troupes régulières peuvent s'hydrater grâce aux gourdes de 2 litres de métal qu'ils possèdent, en plus de leurs sacs de provisions qu'ils transportent. Les soldats doivent combattre en rang serré, collés coude à coude, formant 2, 3 ou 4 rangées, appelées des lignes. Cette tactique permet de créer un tir groupé de plusieurs fusils, créant un mur de balles qui permet d'être plus efficace pour atteindre des cibles à longue distance. Cela permet aussi d'alterner les soldats qui tirent sur les premières lignes et ceux qui doivent recharger sur les lignes arrière. Cependant, ces lignes de soldats sont à découvert, sans protection et exposées aux tirs des fusils et des canons ennemis. Pour éviter les dommages et allonger leurs lignes afin d'éviter l'encerclement, l'armée britannique favorise la formation de 2 ou de 3 lignes maximum. L'armée française, quant à elle, favorise la formation sur 3, voire 4 rangs, plus compacts et plus mobiles. Importée de Prusse en 1753, la distance conventionnelle entre les rangs est réduite à 2 pieds pour éviter les mouvements d'accordéon entre ceux-ci et pour éviter les risques de désordre et de confusion durant les batailles. Cette formation provoque des résultats violents, avec des tirs plus nombreux et efficaces, mais cause aussi plus de victimes dans leur rang face aux tirs adverses. Les soldats réguliers doivent aussi apprendre à comprendre les ordres transmis par des instruments de musique, principalement des tambours. Après quelques salves, les soldats sont souvent assourdis par les tirs très bruyants, en plus d'être aveuglés par la fumée causée par ceux-ci. L'explosion qui propulse la balle crée un grand nuage de soufre malodorant qui est plutôt opaque. Ainsi, à force de tirer, il est difficile de voir sa cible à travers la fumée. Pour bien distinguer leurs ennemis et leurs alliés dans la fumée des champs de bataille du 18e siècle, les armées européennes habillent leurs soldats de couleurs voyantes. L'armée britannique habille ses soldats de tuniques de laine rouge, aux revers colorés selon leur régiment. Quant à eux, les soldats français portent des habits blancs, aux motifs colorés selon leur régiment. Les soldats apprennent aussi à charger en groupe, puis à combattre au corps à corps. Après quelques minutes de combat, lorsque les munitions commencent à manquer pour leurs fusils, les soldats peuvent recevoir l'ordre de fixer leur baïonnette à douille. Cette lame qui est placée au bout du fusil peut mesurer entre 30 et 50 cm. Une fois fixée, cette lame permet de transformer le fusil en lance pour percer ses ennemis au corps à corps. Les baïonnettes à douille permettent de libérer le bout du fusil pour pouvoir tirer malgré la présence de celle-ci. Toutefois, le poids de la baïonnette peut nuire à la précision des tirs. C'est pourquoi elle est fixée au canon de l'arme quelques instants seulement avant la charge. À la ceinture à taille, souvent portée en bandoulière pour plus de confort, les soldats peuvent s'équiper d'une hachette ou d'une épée. Les combats au corps à corps sont les plus meurtriers et ne durent généralement que quelques minutes avant qu'une retraite ne soit sonnée. Les soldats réguliers sont reconnus pour conserver un moral d'acier dans les violences des combats, contrairement aux miliciens et aux alliés autochtones qui risquent de fuir rapidement dans ce genre de confrontation. Les soldats des troupes régulières apprennent aussi à bouger et à attaquer en suivant les ordres des officiers qui les dirigent. Les régiments français sont normalement divisés en 4 bataillons, d'une largeur de 162 hommes, positionnés sur 3 à 4 lignes d'infanterie.
Ces bataillons sont subdivisés en 10 compagnies, soit 8 compagnies de fusiliers, une compagnie de grenadiers composée de soldats d'élite, et d'une compagnie d'infanterie légère, souvent déployée en tirailleurs voltigeurs et utilisés comme des éclaireurs pour éviter les embuscades, planifiées par leurs adversaires. Les régiments britanniques sont divisés en bataillons d'une largeur de 260 hommes, positionnés sur 3 lignes d'infanterie. Un bataillon britannique comprend en moyenne 500 à 900 soldats. Comme pour l'armée française, les bataillons britanniques sont subdivisés en 10 compagnies, soit 9 compagnies de soldats de ligne nommées les Redcoats ou tuniques rouges, et une compagnie de grenadiers au chapeau fait de fourrure d'ours. Les grenadiers sont divisés en 2 sections chargées de protéger les flancs du régiment, et ces soldats d'élite ont toujours l'autorisation de tirer à volonté. À partir de 1758, l'armée britannique favorise la formation sur 2 lignes pour étirer encore plus la longueur de celle-ci afin de limiter les dommages et pour empêcher les contournements adverses. Chaque compagnie est commandée par un capitaine, accompagné d'un lieutenant comme second officier et quelques officiers subalternes. Durant les combats, le capitaine se place habituellement à la droite de sa compagnie où il donne ses ordres, comme celle de viser certaines cibles, de tirer à son commandement ou celle de charger l'ennemi. Dans une compagnie, un sergent doit se placer derrière le capitaine pour prendre la place de l'officier si celui-ci est blessé ou tué, en attendant que le lieutenant s'avance de l'arrière pour prendre les commandes de la compagnie de soldats. En effet, les lieutenants se tiennent derrière la compagnie, avec les autres sergents de celle-ci. Ils ont la responsabilité de sécuriser le ravitaillement des munitions de l'arrière vers le front et de tenir la cohésion des soldats de la compagnie. Cette cohésion est aussi assurée par un caporal positionné à l'extrême gauche de chaque rangée de soldats. Celui-ci devait tenir fermement sa position pour empêcher les soldats collés de se déplacer d'un côté comme de l'autre durant les combats. Après une bataille, lorsqu'un officier est mort, sa place est offerte au grade sous celui-ci, provoquant une chaîne de promotion parmi les officiers et les sous-officiers. Ces officiers qui se battront durant la guerre de la conquête proviennent de l'aristocratie européenne, une classe sociale riche possédant de nombreux privilèges. Pour devenir officier dans l'infanterie, les fils des seigneurs achètent une commission d'officiers avec l'appui d'un commandant de régiment. Aucune formation militaire n'est nécessaire. Seules les études classiques pour la formation générale du gentilhomme de cette époque est demandée. Lors de promotion de grade dans l'armée, les nouvelles commissions doivent être achetées par l'officier ou par sa famille. Ainsi, les familles aristocratiques les plus fortunées auront plus de chances de graver rapidement les échelons de la hiérarchie militaire. Dans l'armée française, les officiers proviennent surtout de la petite noblesse, soit celle des campagnes, généralement moins éduquées mais plus carriéristes. Cependant, la majorité des officiers proviennent des familles de la bourgeoisie marchande, s'approchant de la classe moyenne dans l'histoire moderne. Dans cette structure hiérarchique de classe sociale, les soldats proviennent principalement des milieux pauvres et leurs promotions sont très limitées. En plus des troupes régulières qui arrivent d'Europe, les colonies possèdent déjà des compagnies de soldats postés en Amérique. En Nouvelle-France, ce sont les 30 compagnies des troupes de la marine française, aussi appelées les franges de la marine, qui protègent la colonie. La majorité des officiers qui commandent les franges sont d'origine canadienne, alors que la majorité des soldats sont originaires de France. Dans les colonies anglaises, ce sont les compagnies de volontaires qui sont engagées pour protéger celles-ci. Tout comme les compagnies franches de la marine en Nouvelle-France, les compagnies des 13 colonies sont composées d'environ 50 soldats. Ces armées de la guerre de la conquête possèdent aussi des compagnies d'artillerie. Les canons et les mortiers utilisés durant les campagnes militaires de cette guerre serviront essentiellement de support à l'infanterie et surtout lors des sièges contre les nombreux forts et fortins. Elle sera aussi utilisée pour repousser les attaques navales contre les troupes terrestres. L'utilisation de l'artillerie est plutôt limitée, car les canons sur roues ont presque aucune route à emprunter sur le territoire. Ce sont donc les soldats qui doivent transporter les lourdes pièces d'artillerie sur des distances colossales, en plus des boulets et des munitions. En plus des compagnies de soldats et des unités d'artillerie, les deux armées utilisent la milice pour compléter leurs forces. La milice est composée de miliciens, soit des hommes âgés de 16 à 60 ans qui habitent la colonie et qui doivent faire un service militaire obligatoire, du moins en Nouvelle-France. Chaque paroisse ou village doit être en mesure de fournir une compagnie de milice au besoin. Les compagnies de milice sont généralement commandées par des riches marchands de Montréal qui deviennent colonels. Ils ne se battent que durant une certaine période de l'année, car ils doivent être de retour dans les champs pour les récoltes de l'automne afin de pouvoir nourrir une partie de la colonie et d'éviter ainsi la famine. Durant la guerre de la conquête, jamais plus de 15 000 miliciens par année ne seront conscrits en Nouvelle-France.
Les miliciens doivent prendre leur fusil personnel ou emprunter un fusil qu'il devra redonner à l'intendant de la colonie en Nouvelle-France. N'ayant pas d'uniforme officiel, ils s'habillent avec leurs propres habits, selon la saison. De plus, ils reçoivent de l'équipement ou des habits à chaque campagne militaire, pour se protéger des intempéries et du climat. Plusieurs miliciens sont d'anciens soldats retraités des troupes de franges de la marine qui ont décidé de vivre en Nouvelle-France après leur service. Plusieurs seront d'ailleurs forcés de remplacer les soldats réguliers morts dans les régiments réguliers durant cette guerre, et ce, de façon permanente. Finalement, il est important de spécifier la présence des guerriers autochtones qui participent aux batailles de la guerre de la conquête. La quasi-totalité des nations autochtones de cette région d'Amérique sont alliées des Français. D'ailleurs, la guerre de la conquête est aussi appelée la French Indian War par les anglophones, que l'on peut traduire par la guerre franco-indienne. Les Micmacs, les Abénaquis, les Malicites, les Passamaquoddy, les Hurons et bien d'autres nations vont se joindre aux forces françaises et canadiennes pour se battre contre les Britanniques. Les miliciens et les troupes franches de la marine s'inspirent de leurs traditions pour adapter leurs habits, mais surtout leurs tactiques de combat. Cherchant à éviter le plus de pertes humaines possible dans leur camp, les guerriers autochtones cherchent à surprendre leur adversaire avec des attaques rapides, des embuscades, en favorisant le camouflage et en étant préférablement protégés derrière les obstacles du terrain. Les Autochtones maîtrisent la petite guerre ou la guérilla. Les troupes régulières venues d'Europe devront développer ce genre de guerre s'ils veulent être efficaces dans les forêts d'Amérique.